Alors aujourd'hui, je vous présente les fractures de l'extrémité inférieure du radius. Alors, les fractures de l'extrémité inférieure du radius, il faut savoir que c'est la première fracture sur le plan fréquence des fractures du squelette humain. Alors, la définition, c'est une solution de continuité qui va intéresser l'extrémité inférieure du radius, auquel peut s'associer une fracture de l'extrémité inférieure de l'ulna. Les limites, c'est 4 cm au-dessus de l'interligne radiocarpienne. Au-delà, on les compte comme fracture diaphysaire des deux os de l'avant-bras. Sur le plan pronostic, c'est une fracture qui va compromettre la fonction du poignet. Elle survient sur un terrain un peu particulier, à savoir un terrain avec une fragilité osseuse, notamment chez la dame ménopausée qui est sujette à l'ostéoporose post-ménopausique. Pour ce qui est des objectifs de ce cours, c'est tout d'abord définir les fractures de l'extrémité inférieure du radius, en établir le diagnostic radioclinique, en citer et décrire les complications, citer et décrire les différentes formes cliniques, et bien sûr, au niveau du chapitre traitement, citer les principes, le but et les complications de ce traitement, et enfin, définir le pronostic de ces fractures. Avant de commencer, je tiens à vous faire un rappel anatomique. Le squelette du poignet, il est composé d'un versant antébrachial qui intéresse les extrémités inférieures des deux os de l'avant-bras, à savoir le radius et l'ulna, et le condyle carpien formé par la première rangée du carpe. Sur le plan anatomique, il faut rappeler autre chose, c'est la ligne bistyloïdienne. Alors la ligne bistyloïdienne, c'est quoi? C'est une ligne qui va faire rejoindre la styloïde ulnaire et la styloïde radiale. Cette droite a une orientation particulière qui fait qu'elle fasse un angle de 30 degrés, entre 25 et 30 degrés variable par rapport à l'horizontale. C'est l'un des objectifs à restituer, c'est un des éléments qui va être perturbé lors de ces fractures. Autre élément anatomique, là, sur un plan sagittal, c'est ce qu'on appelle l'orientation de la glène radiale, c'est-à-dire la surface articulaire de l'extrémité inférieure du radius, qui va prendre une orientation un peu particulière lors des déplacements, c'est-à-dire sur le plan normal, elle aura une orientation antérieure, elle va regarder vers l'avant, elle aura une orientation en moyenne de 15 degrés, c'est cet angle alpha que vous voyez sur cette diapositive. Troisième élément architectural, auquel on s'intéresse au niveau de cette pathologie, c'est l'index radio-ulnaire. C'est quoi l'index radio-ulnaire? C'est une distance, c'est un petit segment de 4 mm de variation, ce qu'on appelle aussi variation ulnaire. C'est quoi? C'est une distance entre deux tangentes, une tangente qui matérialise le ligament, le fibrocartilagineux, qui est le ligament triangulaire, qui s'insère sur la base de l'extrémité inférieure de l'ulna, et une tangente qui va passer par la surface lunaire, c'est-à-dire la phase d'articulation du semi-lunaire avec l'extrémité inférieure du radius. Ces deux tangentes avec une distance de 4 mm qui va varier entre moins de 2 mm ou plus de 2 mm, c'est-à-dire que cette tête de l'ulna va se rabaisser vers le bas ou bien vers le haut ou bien être à égalité. Ils vont être confondus ces deux éléments et va donner ce qu'on appelle la variance ulnaire. Sur le plan épidémiologique, comme je l'ai dit, c'est la première fracture du squelette. Essentiellement, c'est des dames et l'adulte supérieur âgé de plus de 50 ans. Plus rarement, l'enfant, là, c'est des décollements épiphysaires. On va voir ça au niveau du chapitre anatomopathologie. Sur les circonstances, c'est souvent des accidents de basse énergie, c'est des accidents domestiques, c'est des chutes. Une dame, une ménagère qui chute chez elle avec une réception sur la paume de la main. On peut les voir aussi dans d'autres circonstances, à savoir les accidents de sport, les jeux d'enfants dans la récréation, c'est des accidents scolaires ou bien des agressions. Le mécanisme peut être indirect, et c'est le plus souvent il est indirect, c'est une chute sur la paume de la main qui peut se faire en hyperextension, le plus souvent va reproduire un déplacement en arrière et des déplacements dorsaux, ou encore le mouvement inverse, c'est une chute sur la paume, mais le dos de la main c'est en hyperflexion, avec une inclinaison qui peut le plus souvent radiale, qui engendrera une fracture cunéenne externe, ou en inclinaison cubitale. Le mécanisme direct est vraiment extrêmement rare au niveau de cette pathologie. Alors les facteurs prédisposants, c'est des facteurs en rapport avec le terrain, à savoir la fragilité osseuse, c'est l'ostéoporose, c'est cette perte de capital osseux, donc qui va engendrer une résistance mécanique moindre de ce squelette et il sera plus prédisposé à se fracturer lors de traumatismes de basse
énergie. Le terrain, là aussi c'est un facteur prédisposant. En fait, c'est un facteur prédisposant à la chute, à savoir un accident vasculaire cérébral va faire chuter le patient et il va engendrer la fracture. Une diminution de l'acuité visuelle qui va faire notamment, le plus souvent, c'est des cataractes. Alors le sujet a une visibilité qui est moindre, ça l'handicap, il va trébucher par rapport à des obstacles dans son milieu environnant, des chutes de tension brutales, notamment des sujets hypertendus, sous traitement antihypertenseurs, peuvent subitement subir des hypotensions et ces hypotensions peuvent engendrer des chutes et des réceptions sur la paume de la main et engendrer une fracture. L'environnement aussi a été un élément prédisposant. Des surfaces glissantes, un sujet âgé qui maîtrise mal sa marche peut chuter et glisser, des reliefs irréguliers, notamment des tapis, etc., peuvent entraîner des chutes et de réception avec sur la paume de la main et donner une fracture de l'extrémité inférieure du radius. Sur le plan anapathe, on distingue les fractures extra-articulaires, c'est-à-dire avec une solution de continuité juste métaphysaire, n'intéressant pas l'épiphyse, ou les fractures articulaires. Là, ici, il y associe une solution de continuité articulaire, donc c'est un trait articulaire, deux entités totalement différentes, avec deux pronostics totalement différents. Alors, sur le plan toujours anapathe, on distingue plusieurs types. Alors, dans les fractures extra-articulaires, la plus connue et la plus commune, c'est la fracture dite pouto-école. C'est une fracture qui intéresse la métavie avec un déplacement qui est postérieur, c'est-à-dire la glène va se mettre à regarder vers le bas dans un déplacement plus important, elle regardera vers l'arrière. Il y a certaines fractures qui n'y aura pas de déplacement, il y aura une solution sans déplacement. Autre type, toujours dans les extra-articulaires, il y a la fracture de Gérard-Marsan. Ça ressemble à la fracture de Pouto-École avec une solution de continuité métaphysaire non articulaire qui va se déplacer en arrière, mais s'il rajoute une fracture de la styloïde ulnaire. La fracture de Goyer-Smith, c'est une fracture qui reproduit le mécanisme inverse de la fracture de Pouto-École, c'est-à-dire le déplacement il est plutôt antérieur et la glène va se déplacer en avant et regarder en avant. Là, pour ce qui est des fractures extra-articulaires. Ensuite, il y a les fractures dites articulaires avec solution de continuité intéressant l'extrémité inférieure du radius. On distingue les fractures un peu particulières avec un fragment interne attenant à l'ulna. Les fractures articulaires en T, alors deux types, il y a les fractures en T frontales ou en T sagittales. La radiographie de profil va permettre de diagnostiquer les uns et les autres. L'essentiel, c'est qu'il faut retenir que l'épiphyse va être scindé en deux gros fragments, l'un interne et l'un externe dans les fractures en T frontale. Si c'est un T sagittal, là ce sera un fragment antérieur et un fragment postérieur. Toujours dans les fractures articulaires, il y a les fractures dites cunéennes externes, c'est les fractures intéressant juste la styloïde radiale. Les fractures dites marginales, antérieures ou postérieures, les fractures marginales antérieures sont les plus fréquentes. Ça aussi, c'est un type de fracture articulaire. Leur particularité, notamment les marginales antérieures, c'est qu'elles sont suivies par le condyle carpien, c'est-à-dire il y a un déplacement en avant et s'y associe une subluxation, voire même une luxation radio-carpienne. Et enfin, un type qui est le plus redouté, c'est les fractures en croix comminutives articulaires, bien sûr, très complexe, très difficile à réduire, très difficile à restituer cette surface articulaire. Elles sont très pourvoyeuses de calvicieux articulaires, donc pourvoyeuses de douleurs et de complications qu'on verra dans le chapitre complications. Toujours dans ce chapitre anatomopathologique, les lésions associées qu'on peut retrouver, c'est l'ouverture cutanée, les lésions vasculo-nerveuses très rares. Par contre, les lésions du ligament triangulaire, notamment un ligament triangulaire dégénératif, peut se compléter et se déchirer lors de ces fractures et les lésions tendineuses. Autre élément sur le plan anapathe, la particularité de l'enfant, c'est les traumatismes du cartilage de croissance qui sont classifiés selon le type, selon la classification de Solter-Harris. Et c'est une classification aussi pronostique. Plus on évolue dans les types, plus le pronostic est mauvais, c'est-à-dire c'est quoi le pronostic? C'est les troubles de croissance qu'elles peuvent engendrer. C'est des soudures prématurées au niveau du cartilage de croissance. Alors ces soudures, qu'est-ce qu'elles vont? C'est des ponts osseux, leur répercussion, c'est un blocage de la croissance en longueur de cet os, qui est l'extrémité inférieure du radius dans notre cas, et elles sont classées en le type 1 qui est un décollement pur au niveau du cartilage de croissance, le type 2 c'est un décollement qui s'associe à une fracture métaphysaire, le type 3 c'est un décollement auquel s'associe
une fracture épiphysaire. Le type 4, c'est un décollement avec une fracture métaphyso-épiphysaire. Par contre, le type 5, qui est difficile à diagnostiquer radiologiquement, c'est plutôt un enfoncement du fragment métaphysaire par rapport à épiphysaire au niveau et engendrant des lésions très graves au sein du cartilage de croissance. On arrive au chapitre clinique. Alors, on a pris comme des types de description une fracture de poutre côte chez une dame d'un certain âge avec un terrain ostéoporotique. On retrouvera la douleur, la notion d'impotence fonctionnelle, la notion aussi, lors de l'interrogatoire, une chute sur la pomme, à savoir lors d'une glissade, ou bien elle a trébuché, ou bien elle a eu une perte de connaissance initiale. Donc, ça dépend des circonstances dans lesquelles s'est déroulé cet accident. L'essentiel, c'est une dame d'un certain âge avec un terrain qu'il faut rechercher, à savoir une hypotension, à savoir elle est prise en charge sur le plan cardiologique, etc., des terrains particuliers chez ces personnes âgées. Alors sur le plan inspection, on retrouvera la classique déformation en dos de fourchette et l'inclinaison radiale de la déformation que vous voyez sur ces radiographies. À la palpation, on recherchera une douleur exquise intéressant l'extrémité inférieure du radius, l'ascension de la tête de la styloïde radiale qui va horizontaliser cette interligne, cette ligne dite bistyloïdienne que nous avons décrite lors du chapitre anatomie. Sur le plan radiologique, on recherchera par des radiographies de face et de profil et analyser ces traits de fracture et ces déplacements. La technique de prise de ces radiographies, c'est la paume face à la plaque avec un coude sur la table d'examen pour pouvoir enfiler le mieux possible cette interligne radio-carpienne. Là, cliniquement, on voit cette horizontalisation de la ligne bistyloïdienne et sur ce schéma d'une radiographie, on voit bien le déplacement qui a donné cette horizontalisation. Sur la radiographie suivante, on voit la fracture de face et le déplacement très important avec une rétroversion, c'est-à-dire que la glène, elle regarde en arrière plutôt qu'en avant, avec un angle alpha qui s'est inversé et qui regarde vers l'arrière. Dans les formes cliniques, on décrit les formes selon l'anatomopathologie, c'est-à-dire les fractures articulaires avec marginale antérieure, la fracture antérieure, les fractures comminutives, la fracture de Gérard Marchand, auquel s'associe la fracture de la styloïde ulnaire. Ce type de fracture, il faut rechercher la lésion cutanée qui peut s'y associer. La fracture de Goyeron-Smith, sa particularité, c'est le déplacement antérieur qui risque de créer un conflit avec le nerf médian qui passe tout juste à côté et l'exposition à un syndrome du canal carpien si le déplacement reste et il n'est pas réduit. La forme de l'enfant, c'est un décollement épiphysaire. Le plus souvent, c'est un type 2. D'ailleurs, c'est la première localisation de ce type de traumatisme chez l'enfant. C'est au niveau de l'extrémité inférieure du radius. Elle expose à l'épiphysiodèse, le trouble de croissance. C'est le type 5 qui est le plus souvent pourvoyeur de ce genre de complications. Toujours dans les formes de l'enfant, la fracture en mode de Burr, c'est en rapport avec cette plasticité qu'est l'os de l'enfant, qui fait que lors des chutes, il n'y a pas de solution continuité type comme chez l'adulte. On voit une déformation plastique de cette extrémité et qui donne cet aspect en mode de Burr. Sur le plan évolution, si elles sont bien prises en charge et une prise en charge, c'est-à-dire correcte, il y a une bonne évolution et une consolidation qui s'obtient au bout de 45 jours. C'est un os spongieux qui consolide rapidement par opposé à un os cortical qui prend plus de 45 jours. Sinon, l'évolution peut être grevée de complications, à savoir les complications immédiates qui peuvent survenir lors du traumatisme. La plupart de c'est l'ouverture cutanée qui expose à l'infection et à l'ostéite ultérieurement, ou la complication secondaire, le plus souvent c'est le déplacement secondaire qu'on voit souvent dans les fractures instables. Il est exceptionnel que ces fractures évoluent vers la pseudarthrose, c'est-à-dire l'absence de consolidation, vu que c'est un os qui consolide facilement, c'est un os spongieux. Les complications secondaires, on peut retrouver de l'algodystrophie, c'est une pathologie plus nerveuse qu'autre chose, c'est la douleur, des troubles vasomoteurs, l'impotence fonctionnelle avec des troubles de trophicité, avec une peau humide, des raideurs articulaires, une atrophie musculaire, de l'œdème. C'est souvent les manipulations, notamment chez les tradipraticiens,
des gestes brutaux de réduction, eux aussi, peuvent être pourvoyeurs d'algodystrophie. Dans les complications tardives, il y a le calvicieux qui va engendrer une déformation inesthétique. S'il est non articulaire, il est plutôt toléré. Par contre, les calvicieux articulaires sont très peu tolérés du fait du trouble de congruence, du fait des douleurs qu'ils vont engendrer. Les déformations qu'ils peuvent donner, c'est les mains-bottes radiales, avec le risque de conflit uno-carpien, avec des douleurs qui vont devenir chroniques au niveau de ce bord et une gêne fonctionnelle chez ces patients. Dans les complications tardives, toujours, c'est la raideur du poignet qui peut être, elle aussi, en elle-même, une complication tardive, comme elle peut être une évolution d'un calvicieux articulaire ou d'une algodystrophie. La perte de la pronosupination aussi rentre dans le cadre de ces complications, rentre dans le cadre de ces raideurs. Le syndrome du canal carpien, plus souvent c'est en rapport avec les dépassements antérieurs, c'est la fracture de Goerens-Smith qui est la pourvoyeuse de ce type de complications. Chez l'enfant, c'est les troubles de croissance, notamment les décollements épiphysaires de type 5. Dans le chapitre traitement, le but, c'est restituer l'anatomie dans un but de retrouver une fonction normale, bien sûr, avec une indolence, absence de douleur. Les principes, c'est toujours l'urgence et sans iatrogénicité. Les moyens, on a des moyens à notre disposition médicaux pour soulager la douleur et des moyens pour lutter contre les complications, à savoir l'infection, si on est devant un cas de fracture ouverte, et la sérothérapie ou la vaccination antitétanique dans les cas où c'est un traumatisme ouvert initialement. Les moyens de traitement de la fracture, il y a les moyens orthopédiques, c'est-à-dire des moyens non chirurgicaux. C'est la réduction extemporanée sous anesthésie générale ou l'occurrence suivie d'une contention, ou bien les réductions progressives, lentes, sous anesthésie générale ou sans anesthésie. C'est l'utilisation du doigt japonais ou chinois. La contention, c'est des immobilisations après réduction par une manchette plâtrée ou par un plâtre brachio-antébrocal, selon les indications, selon le type de fracture. Et le traitement chirurgical qui est des ostéosynthèses, à savoir des embrochages. Parmi les plus utilisés, c'est les embrochages dits intrafocales. La technique de Kaponji qui est la plus utilisée, c'est en fait un embrochage qui va pénétrer au niveau du foyer de fracture et qui va permettre la réduction et la contention comme une sorte de butoir. La broche va agir comme un butoir et va lutter contre ce déplacement postérieur. Bien sûr, c'est dans les cas de déplacement postérieur. On comprend bien que c'est dans le traitement des fractures de Putokol ou de fractures de Gérard-Argent où il y a un déplacement postérieur. C'est le plus souvent la technique utilisée. Alors, l'embrochage va lutter contre le déplacement externe par un embrochage à partir du dehors et un embrochage dorsal qui va lutter contre le déplacement arrière par deux broches ou une broche et il va permettre de lutter contre le déplacement postérieur. Là, c'est des exemples d'embrochage de fractures de Putokol comme vous le voyez sur les radiographies avec deux broches postérieures et une broche externe. On peut être amené à utiliser ce type de technique dans les cas où s'associent quelques fractures, fracture articulaire dans certains cas. Par contre, dans les fractures marginales, comme vous voyez sur radiographie, avec la subluxation radiocarpienne et le fragment, et ce bloc carpien va suivre le fragment de la marginale antérieure, le fragment de l'épiphyse de l'extrémité inférieure du radius. Le traitement, c'est des plaques, ce qu'on appelle des plaques constantes, c'est-à-dire c'est des plaques qui vont être fixées sur la diaphyse radiale et vont servir de butoir et pour lutter contre le déplacement de cette marginale antérieure. On n'est pas obligé de visser, comme vous le voyez sur la radiographie, ce type de fracture à une ostéosynthèse à l'aide d'une plaque en T. Là, on la voit mieux, la fracture au départ, puis après l'ostéosynthèse de profil et de face. Dans certains cas, de fracture externe, cunéenne externe, c'est l'embrochage direct à travers la styloïde ou encore l'usage de plaques verrouillées, notamment dans des terrains très ostéoporotiques. Ce verrouillage des plaques avec les vis permet une meilleure contention de ces ostéosynthèses. Là, c'est des exemples que je vous montre sur ces radiographies de fractures d'extrémité inférieure de radius, où on a combiné deux moyens d'ostéosynthèse, à savoir l'embrochage et l'ostéosynthèse par plaque antérieure.
une fracture de l'extrémité inférieure communitive où on a utilisé une fracture, une ostéosynthèse par plaque en T verrouillée. L'usage du fixateur externe, là aussi il peut être utilisé, mais ce n'est pas dans un but comme dans des fractures ouvertes, mais c'est plutôt l'usage dans le cadre d'une traction au niveau du foyer de fracture. C'est ce qu'on appelle le ligamentotaxis, c'est la mise en tension des éléments capsulo-ligamentaires de l'articulation du poignet qui va permettre de réduire et de contenir ces fragments communitifs qui échappent et qui risquent de s'aggraver lorsqu'on les aborde directement. Là, cette image où on voit bien cette fixation par fixateur extenso-ligamentotaxis qui est fixé au niveau du radius et du deuxième métacarpien qui met en distraction le poignet. C'est une technique qui peut engendrer certaines complications, notamment l'algodystrophie. Alors dans les indications, dans les fractures non déplacées, un plâtre de 4 à 6 semaines est généralement suffisant pour obtenir une consolidation et un non-déplacement ultérieurement. Dans les fractures de Put-Coles déplacées, alors c'est des fractures par principe instables, il est essentiel de les réduire et de les contenir par un embrochage. Le plus souvent utilisé, c'est l'embrochage de Capondji, suivi d'une immobilisation par une manchette plâtrée. Dans les fractures marginales antérieures, la plaque en sol trouve son indication. Par contre, dans les fractures communitives, le ligamentotaxis il est le mieux indiqué dans la majorité des cas. Chez l'enfant, la fracture d'écollement épiphysaire, une simple réduction à foyer fermé, suivi d'un plâtre est largement suffisant dans la majorité des cas. Le traitement n'est pas sans complications, il risque d'avoir des complications. La plus redoutée, c'est le syndrome de Volkmann, c'est des patients à qui on va mettre un plâtre de membre supérieur, le risque de syndrome de Loge est toujours là, il faut le guetter, il faut y penser, il faut donner les éléments de surveillance au patient et le convoquer de venir se présenter la moindre douleur ou de tension au niveau de la partie antérieure de l'avant-bras ou bien tout le segment de l'avant-bras. L'infection est une des complications, les calvicieux aussi peuvent être secondaires à au traitement. L'algodystrophie, il faut savoir que le calvicieux, c'est souvent des complications du traitement orthopédique. L'algodystrophie, c'est les tractions intempestives, brutales à ce niveau-là, ou encore le ligamentotaxis peut être une complication du traitement de ces fractures. La lésion de la branche sensitive du nerf radial, là, c'est une complication qu'on peut retrouver notamment dans les embrochages, notamment l'embrochage externe intrafocal, lorsqu'on fait ce temps en percutané sans aborder par une petite incision et écarter et visualiser cette branche sensitive et ne pas l'embrocher lors de la mise en place de la broche externe lors du brochage intrafocal de Capondji. Alors, c'est une pathologie où la prévention va jouer un rôle. Pourquoi? Parce que c'est des fractures qu'on verra de plus en plus, parce qu'on a une population qui vieillit de plus souvent. Elle va constituer un problème de prise en charge de santé publique. Alors, sa prévention, ça passera tout d'abord par prévenir les facteurs prédisposants. Quels sont les facteurs prédisposants? C'est l'ostéoporose, donc prendre en charge l'ostéoporose, notamment post-ménopausique, aménagement spéciaux de l'environnement chez le sujet âgé dans le milieu environnant, traiter tout ce qui est facteurs favorisant la chute, c'est-à-dire des problèmes de tension artérielle, des problèmes de vision, tout ça, ce sont des éléments qui vont favoriser les chutes. Et bien sûr, prévenir les chutes en aménageant l'environnement de ces personnes d'un certain âge. En conclusion, ce qu'il faut retenir sur le plan fréquent, c'est la première fracture du squelette. Elle peut se compliquer de raideur et de calvicieux. Le traitement traditionnel est souvent utilisé dans notre contexte. Il est pourvoyeur d'algodystrophie. Il faut absolument lutter contre la fragilité osseuse qui est un facteur prédisposant et vulnérant au niveau de ce segment osseux. Et je vous remercie pour votre attention.